Alors, avant de donner la parole à notre conférencière, à Nathalie Ledoux, qui est enseignante au Cégep du Vieux-Montréal, je vais vous la présenter brièvement. Alors, Nathalie, elle est professeure au département de français du Cégep du Vieux-Montréal. Et effectivement, et je le vois très bien dans les échanges qu'on a eus, elle et moi, parce qu'elle a à cœur justement de faire rayonner la culture de la langue française au collège. Elle a travaillé pendant quelques années au CANIF, c'est-à-dire le Centre d'animation en français, et est actuellement la responsable du PAFé, projet d'amélioration du français écrit. Nathalie est également membre du réseau des répondants et répondantes du dossier français. On appelle le réseau REDFRAN, qui est associé au Carrefour de la réussite, et cela depuis 2012. Alors, je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. Je laisse la parole à Nathalie. Oui, bonjour. Ben, ça me fait plaisir d'être là pour vous parler de ce guide, vous le présenter. Donc, je vais partager mon écran pour que vous voyez le PowerPoint qui va me servir tout au long de la présentation. Alors, donc, le guide de rédaction inclusive du CVM, c'est ce que je vous présente. Je vais vous présenter son contenu. Je vais aussi vous présenter, en fait, vous expliquer, vous parler de la genèse de ce guide-là, comment est-ce qu'on est arrivé au Vieux-Montréal à cette formule-là finale. Donc, juste que mon présentateur PowerPoint accepte de fonctionner. Il ne veut pas. Pourquoi? Attendez, ce ne sera pas long. Je vais essayer comme ça. Voilà, ça devrait fonctionner. Donc, d'abord, ce que je veux mettre de l'avant, c'est le fait qu'un de nos souhaits, à tous ceux et celles qui ont collaboré à faire en sorte que ce guide-là existe, c'était que ce soit un guide pratique. On voulait que les gens, que toute la communauté collégiale ait envie de s'en servir, que ce ne soit pas un guide qui soit rebutant, entre autres par un nombre de pages excessif. Là, vous voyez l'entièreté du document. Il fait 4 pages au total. La dernière page, ce sont les références qui sont présentées. Donc, en gros, les stratégies d'écriture qu'on présente, qu'on met de l'avant dans le guide, tiennent en 2 pages et demie. Donc, c'est assez bref, c'est assez concis. Puis ça, on est content. Ça, c'est apprécié parce que les gens disent, ben, on ne regarde pas ça en se disant, c'est pas vrai, on ne servira pas de ça, ça a l'air trop compliqué. Non, en fait, c'est assez concis que les gens se disent, ben oui, je peux accéder à ce document-là, même si je ne suis pas une spécialiste de la langue écrite, ça me convient. Je vous disais qu'on était un groupe de personnes là, derrière ce guide-là. En fait, on a formé un comité consultatif de la langue en décembre 2019. En fait, moi, quand j'ai reçu le dossier du PAFé, le projet d'amélioration du français écrit dont Nicole parlait tout à l'heure, ça a été un de mes premiers projets, là. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. En fait, j'avais déjà travaillé sur un comité au sein du département de français du collège, justement pour faire en sorte que tous les écrits du département, qui étaient toujours écrits au masculin générique, ben, on élimine ça pour féminiser ces textes-là. Donc, on avait, nous, adopté en département des règles d'écriture non sexistes. Puis, partant de là, je m'étais dit, bon, c'est bien beau qu'on ait ça au département de français, mais ça me semblerait essentiel qu'on ait ça au collège. Mais évidemment, ça supposait du temps, tout ça. Donc, avec le dégrèvement rattaché au PAFé, bien là, il y a une porte qui s'est ouverte. Je savais que la directrice des communications du collège, c'était quelque chose aussi qui l'interpellait. Donc, très vite, je suis allée la voir. Puis, on s'est décidé qu'on se lançait, qu'on a donc consulté différentes personnes pour former le comité consultatif de la langue parce qu'on voulait quand même avoir l'aval d'un maximum de personnes. Donc, le comité, je ne vous nommerai pas toutes les personnes là, qui figurent à l'écran, mais ce que je veux souligner, c'est qu'on est allé vraiment, on a voulu représenter toute la communauté collégiale. Donc, il y a des membres de la direction, dont la directrice générale. J'étais vraiment contente qu'elle accepte de siéger sur ce comité-là. Mais il y a aussi des employés professionnels, employés de soutien, des profs de français, mais aussi des professeurs de d'autres disciplines, sociaux et philosophie. On avait aussi des étudiantes. Donc, on avait vraiment une variété, disons, de représentants de la communauté collégiale. Et ça a été très, très riche là, en discussion. Les travaux ont commencé en janvier 2020. Donc, on s'est lancé. La façon dont on fonctionnait, c'est que, bon, moi, j'avais rédigé une première mouture du guide et à chaque réunion, j'arrivais avec le texte amélioré, modifié, tout ça. Donc, on a eu entre janvier et mars 2020 quelque chose comme 3-4 rencontres.
Le titre initial du projet, c'était « Guide de rédaction non sexiste du CVM ». Il va changer, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi il a changé de nom. Donc, comme vous le savez, en mars 2020, le 13 mars, là, il s'est passé quelque chose au Québec. En fait, nous, on avait eu une réunion le 11 mars, donc 2 jours avant que le Québec soit mis sur pause. On avait une réunion très, très fructueuse, là. Il y avait eu des échanges nourris. Et puis, bien évidemment, ça a fait en sorte que le Québec est en pause, nos travaux aussi ont été en pause, sauf que cette réunion du 11 mars avait été tellement riche que ça m'a permis quand même de faire des changements importants. J'ai écrit ici que j'avais réorganisé le guide. En fait, les derniers commentaires que j'avais reçus par rapport au texte qui avait été proposé le 11 mars, c'était que, puis ça, j'aimais beaucoup ça, cette réaction-là, parce qu'il faut avoir ce genre d'informations-là, que c'était un guide qui était trop un guide de français. C'était comme si ça s'adressait juste à des professionnels de la langue, à des linguistes, à des professeurs de français, que ce n'était pas assez accessible. Ça manquait aussi d'exemples concrets pour pouvoir se donner une idée de ce qu'on peut utiliser. Et c'était trop axé sur les femmes et les hommes. Donc, on excluait par le fait même toute personne qui ne s'identifie pas au sexe féminin ou au sexe masculin. Donc, moi, je suis partie avec ça, puis j'ai repensé le guide. Et là, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse se remettre au travail. Donc, on a fait ça presque 1 an plus tard, en janvier 2021. Et là, ben, en fait, ça allait très, très vite parce que la mouture que j'ai proposée en janvier convenait à peu près à tout le monde. Il y avait encore des petits ajustements, mais ça s'est fait vite, ce qui fait que puis là, oui, c'est vrai, on a adopté le guide de rédaction inclusive du CVM comme titre. Et donc, ce qui fait que ça a été rapide. En avril 2021, on s'est entendu sur la version finale. Et là, à partir de mai, j'ai travaillé avec le service des communications pour le travail graphique. Donc là, c'était de voir qu'est-ce qu'on met en lumière, comment est-ce qu'on attire l'attention sur certains détails, etc. Et puis, bon, le guide était prêt, là, la mouture finale graphique était prête en juin. Puis là, on s'est dit, ben c'est pas le moment de lancer ça. On est en fin d'année scolaire, c'est ridicule. Donc, on a lancé le guide en septembre. Le guide, tel qu'il vous est présenté aujourd'hui, repose sur 3 grands principes. Vous allez voir, je vais revenir sur chacun de ces principes-là pour vous indiquer les stratégies d'écriture qui sont rattachées à chacun d'entre eux. Le premier grand principe, donc ce qu'on voulait, c'est mieux représenter les femmes. Le texte introductif du webinaire disait que ce qu'on voulait, c'est tourner le dos à l'écriture au masculin générique. Donc, ça supposait évidemment qu'il y ait du féminin, donc on veut mieux représenter les femmes. On veut représenter les genres de manière équitable. Et là, on parle du masculin et du féminin, non pas des femmes et des hommes. Et on veut aussi mieux représenter les personnes non binaires. Dans la première mouture du guide, dans les premières moutures, ce qu'on avait, c'était un seul principe qui était représenter les femmes et les hommes de manière équitable. Vous vous souvenez que c'était un des commentaires que j'avais reçus, là, que bon, justement, on mettait trop l'accent sur les femmes et les hommes. Et c'est ça qui a fait en sorte, après réflexion, tout ça, on a plutôt opté pour 3 grands principes. Et ça explique aussi pourquoi on a changé de titre. Je vous disais, le premier titre, c'était « Écriture non sexiste ». C'était l'idée justement que ce ne soit pas au masculin générique, mais que ça soit féminisé. Là, on n'était plus dans la féminisation des textes, mais plutôt dans l'inclusion. On voulait ratisser plus large que juste faire en sorte que les femmes se sentent interpellées par les textes. On voulait que tout le monde, quelle que soit l'identité sexuelle des personnes, se sentent interpellées. Donc, je commence avec le premier principe. Donc, je vais vous présenter la stratégie d'écriture qui est rattachée à ce principe-là. Donc, on va parler de féminisation lexicale. Féminisation lexicale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'une femme, qu'on parle de sa profession, de son titre, bien, on va utiliser un mot féminin. Donc, soit on va utiliser le féminin, usité. Donc, on a mis des exemples ici. Autrice ou auteur, j'y reviens dans quelques secondes, cégepienne, chercheuse, directrice, étudiante, historienne, professeure, technicienne, etc. Donc, je vous avais dit qu'on m'avait demandé plusieurs exemples, donc on en fournit toujours plusieurs. On a essayé que ce soit des exemples qui soient liés de près à la situation collégiale. Donc, évidemment, il n'y a pas des mots qui sont des mots propres à d'autres catégories de professions ou de titres. Je vous avais dit que je reviendrais sur le mot autrice. Oups, ça allait un peu trop vite. Autrice. Vous remarquerez qu'on a mis autrice et auteur
E en parenthèse. Je tenais à en parler parce que je vais y revenir plus tard. Il y a quelques années à peine, le mot qu'on utilisait le plus fréquemment pour désigner une femme qui écrivait, c'était le mot auteur au féminin, avec un E. Et vous avez sans doute remarqué que ça fait peut-être, je ne sais pas, 3-4 ans, quelque chose comme ça, de plus en plus, il y a le mot autrice, hein, un mot qui est apparu, qui n'était pas un néologisme, c'est un mot qui a déjà existé, hein, au 16e siècle, il existait, qui avait été abandonné. Le mot auteur, est arrivé plutôt dans les années 80-90 au Québec. Et le mot autrice est ressorti tout à coup parce que des femmes qui écrivaient disaient, ben, quand je dis je suis auteur, ben, on n'entend pas le féminin dans le mot auteur. Et dans le mot autrice, par contre, on l'entend très bien. Donc, ces femmes-là ont commencé à se nommer comme étant des autrices. Et là, on a entendu de plus en plus le mot. On a vu aussi le mot utilisé dans les médias. Et ça, c'est toujours un signe, là, quand un mot, on commence à le lire dans les journaux, tout ça, ça veut dire qu'il a pris sa place. Et on a préféré mettre auteur en parenthèse parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus le mot autrice est utilisé. Moi, dans mes cours, c'est ce que j'utilise. De plus en plus d'étudiants et d'étudiantes l'utilisent aussi. Donc, on s'est dit, on va mettre de l'avant ce mot-là, qui est presque un néologisme, mais pas, parce qu'il est quand même intéressant, parce qu'il s'est imposé vite, là. Je poursuis. Donc, féminisation lexicale, ça peut se faire aussi quand on a un terme épicène. Terme épicène, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est quand on a un mot qui peut être masculin ou féminin, mais qui va garder la même forme. Donc là, pour préciser qu'il s'agit d'une femme dont on parle, on va faire précéder ce mot-là d'un déterminant féminin, le ou la. Donc, vous avez des exemples ici, une anthropologue, une architecte, une bibliothécaire, une graphiste, une philosophe, une sociologue, etc. On a mis une petite note pour préciser que quand on se sert d'antidote, ben d'emblée, antidote va féminiser les noms de métiers puis les fonctions. Mais on peut aussi consulter le multidictionnaire de la langue française. On va voir les féminins, de même que sur le site de l'EQLF. Évidemment, toute cette question de féminisation lexicale n'est pas très surprenante au Québec. Hein. Ça fait des décennies qu'on le fait de manière automatique, que ce n'est même pas une question, là, on le fait d'emblée. On a tenu à l'inscrire dans le guide parce qu'on s'est dit, avec raison, que ce qui nous semble acquis, parfois, ça peut disparaître. On a juste à penser aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes en ce moment, qui vivent exactement ça. Donc, c'est important de se dire, ben, si on veut que l'acquis soit marqué quelque part, il faut l'inscrire. Puis aussi, ben, je ne sais pas ce qu'il y en est des autres collèges, mais au Cégep du Montréal, on accueille depuis quelques années beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont issus des pays francophones, dont la France. On a beaucoup de Français. Et vous savez sans doute que la féminisation des titres ne va pas de soi en France. En fait, on y est, là, mais c'est très, très récent. Je vous montre le titre d'un livre d'un linguiste, Bernard Cerquiglini, qui a beaucoup milité, comme plein d'autres, pour que l'Académie française encourage, même adopte une règle pour dire on féminise dorénavant les noms de métiers. Et il avait écrit ce livre justement pour discuter de l'importance de la féminisation avec un titre choc, hein, Le ministre est enceinte, et dans lequel livre, donc, il montre que toute cette résistance à féminiser les titres peut entraîner des conséquences grammaticales graves. Hein? Le ministre est enceinte, ben, vous comprenez tous qu'il y a une grosse faute de français parce que le substantif est masculin, l'adjectif est féminin, on a une faute de français. Pourquoi est-ce qu'on a résisté si longtemps à changer le déterminant? C'est une grande question. Ce livre-là est paru en 2018. Et bon, il faut croire qu'à force de taper sur un clou, je finis par s'enfoncer. L'Académie française a adopté en février 2019, c'est très récent, une règle qui dit que dorénavant, il faut féminiser les titres, les noms de profession, les titres de métier, etc. Donc, il y a comme une ouverture, il y a une avancée, on peut dire, en France. Je vous présente quand même cette caricature que j'aime bien pour vous montrer que malgré cet avancement, on est quand même encore pas mal en avance sur notre mère patrie, comme on l'appelle. Vous voyez ici une caricature de côté qui était parue dans les jours qui ont suivi les dernières élections municipales. Vous savez que plusieurs femmes ont été élues à la tête de mairie. Et là, on voit donc l'Académie française, on voit même Dany Laferrière qui est représentée. Et là, ben, il y a un membre de l'Académie qui dit « Une délégation du Québec nous demande bien gentiment de revoir notre position sur l'emploi du mot « mairesse ». Hein, vous savez tous qu'en France, ce mot-là n'est pas employé. Pendant longtemps, on disait « Madame le maire ». Maintenant, on dit « Madame la maire ».
Et il y a toutes sortes, si je reviens au livre de Bernard Cerchiglini, pour ceux que ça intéresserait, il est vraiment fascinant ce livre-là, même si, bon, ça y est, là, on a décidé de féminiser, il reste que c'est un linguiste qui traite de toutes les résistances par rapport au changement dans la langue. Hein. C'est quelque chose qu'on voit souvent, là, on se souvient quand il y a eu la nouvelle orthographe, là, il y a des gens qui étaient outrés, là, on a toujours écrit le mot comme ça, bon, il y a toujours la résistance, puis lui, il cherche à défaire les préjugés, les idées reçues, tout ça, puis dans son livre, entre autres, il parle d'un métier qu'on n'a pas vraiment ici, on n'appelle pas comme ça ici, mais il parle de ceux qui tiennent des cafés, qui sont propriétaires de cafés en France, qu'on appelle des cafetiers. Et il dit, bon, ben, les gens refusent l'idée qu'on appelle les propriétaires femmes de café des cafetières, parce qu'ils disent, ben non, voyons, cafetière, c'est un objet, on n'est pas pour associer un objet à une femme. Puis là, il défait ça en disant, ben il y a déjà le mot cuisinière qui désigne à la fois un objet et une personne. Donc, vous voyez que votre argument ne tient pas la route. Donc, bref, je voulais vous montrer ça, si jamais ça vous intéresse, mais tout ça pour dire qu'on insistait sur la féminisation pour dire, ben c'est de l'acquis, on pense que c'est de l'acquis, mais il faut quand même l'inscrire officiellement. Je poursuis avec le deuxième grand principe du guide, qui est représenter les genres de manière équitable. Il y a 3 stratégies d'écriture rattachées à ce principe-là. Donc, la première stratégie, c'est l'emploi de termes épicènes. Je viens d'en parler. Donc, ce sont les mots qui ont la même forme au masculin et au féminin. Il y a des noms épicènes. Il y a des adjectifs épicènes. Il y a des pronoms épicènes. Dans le cas des noms, il faut faire attention. Parce que quand on utilise au singulier les mots épicènes, bien là, le déterminant qu'on va utiliser va marquer le genre. Hein? Tout à l'heure, on avait l'exemple d'anthropologue. Si on dit un anthropologue, on désigne un homme, une anthropologue, une femme. Donc, on a souligné ici que si on veut que ça soit neutre, que ça soit véritablement épicène et inclusif, il faut que les noms soient employés au pluriel. Donc, comme ça, on va vraiment avoir une appellation épicène. Donc, on a donné des exemples de noms épicènes, les collègues, les gestionnaires, les membres du personnel, les ministres, les protagonistes, les responsables, les scientifiques, les spécialistes, etc. Vous remarquerez que le mot « élève » n'est pas là. On aurait pu ajouter « les élèves », on l'entend souvent. On a mis une petite note pour préciser que les personnes qui font des études supérieures sont des étudiantes ou des étudiants, que le mot élève, oui, ça désigne quelqu'un qui reçoit des cours, qui est dans une institution scolaire, mais c'est moins précis dans un contexte collégial. Puis, bon, évidemment, ça dépend de chaque collège. Au Vieux-Montréal, par exemple, au syndicat des professeurs, on a adopté une règle qui dit on parle d'étudiants et d'étudiantes, pas d'élèves. À la direction, ils ont fait la même chose. Donc, pour nous, ça allait de soi de le préciser. Ce n'est pas une faute d'utiliser élève, mais nous, on préfère étudiante ou étudiant. Donc, j'ai parlé des noms épicènes, j'ai parlé des adjectifs épicènes rapidement. Là, donc, ce sont des adjectifs qui ont la même forme, comme je le disais, au féminin ou au masculin. Donc, agréable, apte, calme, candide, dynamique, efficace, énergique, habile, spécialiste, il y en a plein d'autres. Et enfin, il y a des pronoms épicènes qui sont bien pratiques. On, personne, plusieurs, qui, quiconque, tu, vous, etc. En naviguant sur Internet, je vais toujours voir ce qui se passe sur les sites web des autres collèges pour voir où on en est dans l'écriture épicène, inclusive, etc. J'ai remarqué qu'il y a des collèges qui ont adopté, je pense que c'est le Collège Saint-Laurent, le « vous » pour s'adresser aux gens qui consultent la page. Ça évite justement de faire étudiant ou étudiante. C'était intéressant. Je poursuis avec toujours le deuxième principe, représenter les genres de manière équitable. Et cette stratégie d'écriture, la deuxième, qui est l'emploi de termes génériques. Alors, les premiers termes génériques dont je parle, ce sont les noms collectifs. Donc, ce sont des noms ou des groupes de mots qui désignent plusieurs personnes, mais sans faire allusion à l'identité sexuelle. Donc, évidemment, le mot ou le groupe de mots aura un genre, il sera masculin ou féminin, mais ça n'a rien à voir avec le sexe des personnes qu'on désigne. Donc, la classe, la communauté étudiante, on l'entend de plus en plus, la direction, l'équipe, le groupe, le personnel, etc. On a d'autres termes génériques, cette fois pour désigner une personne à la fois, mais de manière justement à faire en sorte qu'on n'associe pas la personne à une identité de genre, donc l'être, l'individu, le personnage, la personne, etc. Encore ici, ces mots-là ont un genre, ils sont masculins ou féminins, mais si j'utilise la personne pour désigner un homme, je ne viens pas de porter atteinte à sa virilité du tout. Tout le monde comprend ça.
Je poursuis avec la dernière stratégie d'écriture pour le deuxième principe, représenter les genres de manière équitable, c'est l'emploi de doublets. Donc, c'est le fait d'utiliser la forme féminine et masculine des noms et des pronoms. Il y a des doublets complets et des doublets abrégés dont je vais parler. Les doublets complets, donc, on donne des exemples, mais on les entend très souvent, on les lit, on les entend souvent. Donc, les cégepiennes et les cégepiens, les étudiantes et les étudiants, les finissantes et les finissants. Pour les pronoms, on a elle et il, chacun et chacune, etc. Et là, encore une fois, on a mis une petite note concernant l'accord de l'adjectif ou du participe passé. Donc, on a dit quand on a plusieurs noms, des féminins et des masculins, on doit faire l'accord de l'adjectif ou du participe passé en respectant la règle traditionnelle. Donc, je ne sais pas à quelle génération vous appartenez. Si vous vous rapprochez de la mienne, vous avez sans doute appris à la petite école, à l'école primaire, qu'on accordait, quand on accordait, c'était le masculin qui l'emportait. Bon, moi, je me souviens très bien, petite fille en deuxième année, quand j'ai appris ça, d'avoir sursauté, d'avoir crié à l'injustice, sans m'en rendre compte, je pense que la féministe venait de naître en moi. Mais il reste que c'est cette règle-là qui prévaut encore. Donc, évidemment, on ne refait pas la grammaire. Notre idée, ce n'est pas ça, même si on veut faire en sorte de tourner le dos au masculin générique. Donc, on a dit, on continue de respecter cette règle-là. Et donc, ça fait en sorte que quand on va écrire, par exemple, les étudiantes et les étudiants, inscrits, le participe passé va être au masculin pluriel, donc inscrit au cours. Et on précise là que c'est important que le substantif féminin soit au début, pour éviter que ça fasse les étudiants et les étudiantes inscrits au cours, étudiantes inscrits, là, la règle de proximité, ça accroche l'oreille. Donc, on fait attention à ça, on garde le masculin pour le rapprocher du participe passé ou de l'adjectif. Je passe maintenant au doublet abrégé. Ça a encore été trop vite pour moi. Donc, les doublets abrégés, vous les voyez de plus en plus dans les textes. Donc, vous avez des exemples, les employés.e.s, les étudiants.e.s, les professeurs.e.s. On peut faire la même chose avec des pronoms, chacun.e, tout, tou.te.s pour tous et toutes, etc. Donc, on les voit de plus en plus. Évidemment, on voit ça apparaître de toutes sortes de façons. Là, il y en a qui vont mettre le « e » en parenthèse. Les féministes vont dire « on ne veut pas être mise en parenthèse ». C'est une grande question. Il y a le point médian aussi, le petit point qui apparaît plutôt au milieu, là, qu'on préférait, nous, à la base. On s'est rendu compte que pour le faire avec un clavier, c'était quand même un peu compliqué. Puis si on voulait que les gens adhèrent à nos propositions, il fallait qu'on simplifie la vie des gens. Donc, on a décidé qu'on allait utiliser le point. Ce n'est pas idéal. Le point, c'est un signe graphique qui veut dire que c'est la fin de la phrase, mais pour nous, c'était comme ce qui était le plus subtil et délicat, puis le plus accessible aussi. Donc, c'est ce qu'on a choisi de faire. Et on a aussi ajouté une note concernant l'accord du participe passé pour dire, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec les doublets abrégés, c'est qu'on peut un peu tricher, on peut un peu contourner la règle d'accord dont je parlais tout à l'heure, le masculin l'emporte, et là, on peut vraiment y aller comme ça, là, en accordant le participe passé au féminin et au pluriel à la fois, donc les étudiants.e.s, inscrits.e.s au cours, on a à la fois le masculin et le féminin et tout est accordé. Ça, c'est vraiment formidable. Il reste que les doublets abrégés, ils sont pratiques, mais ils ne sont pas parfaits. Alors, on a encore une fois fait une petite précision en disant que quand on sait qu'on écrit un texte qui est destiné à être lu, ou encore à être traité par un logiciel de synthèse vocale, les doublets abrégés, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça serait mieux de les éviter, en fait, parce que ça va faire en sorte, en fait, le résultat va être ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai lu les doublets abrégés, j'ai lu les employés.e.s, les étudiants.e.s. Ça ne fait pas une lecture très fluide, c'est un peu agaçant, c'était pour les besoins de la cause. Le logiciel de synthèse vocale pour les étudiants et les étudiantes qui en ont besoin va faire exactement la même chose, donc ce n'est pas terrible là, à écouter. Donc, ce qu'on suggère, c'est, on dit, on peut les utiliser, ces doublets abrégés, mais dans certains contextes. Si c'est une affiche, par exemple, un questionnaire, un tableau, si on sait d'office que le texte qu'on est en train d'écrire, personne ne va le lire à haute voix, il n'y a pas de problème. Moi, souvent, par exemple, dans mes courriels, je vais utiliser ça pour des statuts Facebook aussi. Donc, ça peut être très pratique. Des fois, je le fais même avec les étudiants, tout ça, quand je leur écris, mais sinon, je préfère le doublet complet.
j'ai mis en fait, c'est comme une petite parenthèse. Tout à l'heure, je vous disais que j'allais fréquemment voir ce qu'en était des sites Internet des différents cégeps. Je vais juste vous montrer qu'en fait, il y avait tout un hasard quand on a commencé à travailler sur le guide. En même temps, il y avait un travail qui s'effectuait de refonte de notre site Internet. Et quand j'ai su ça, tout de suite, j'ai dit à la directrice des communications, mais il faudrait vraiment que ce soit plus que le masculin parce que sur l'ancien site, on n'avait que futurs étudiants et étudiants actuels. Et à force de représentation, de discussion, on a eu gain de cause. Donc, ça a été accepté. Il y avait toute une question de référencement. Il fallait quand même que ça ne fasse pas en sorte que le cégep sorte pas quand les gens font des recherches. Donc, maintenant, on peut lire sur notre site futures étudiantes, futurs étudiants, étudiantes actuelles et étudiants actuels. J'ai vu que ce n'était pas le cas sur les autres sites. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'à Saint-Laurent, ils ont opté pour le vous. Ailleurs, il y en a qui contournent en parlant d'activité étudiante, d'actualité étudiante, tout ça. Donc, ils ne parlent pas d'étudiants et d'étudiantes. Ils ont toutes sortes de façons de contourner, mais il y en a d'autres qui sont restés au masculin générique. Je ferme ma parenthèse. Et là, j'arrive à la page astuces. Donc, ça se distingue du reste. Ce n'est pas des stratégies d'écriture comme telles. C'en est, mais sont pas, disons que ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'était plutôt ça l'idée. Les astuces, en fait, sont là pour ceux et celles qui écrivent beaucoup, qui se soucient du style, qui ont envie de varier les formulations. Donc, on s'est dit, on va présenter des astuces, d'une part, qui vont permettre d'éviter le doublet. Parce que vous le savez, si on a un texte qui contient plusieurs doublets, ça, c'est vrai que ça peut alourdir un texte. Donc, on donne différentes astuces. La première astuce, c'est de supprimer un complément du nom désignant des personnes si le contexte est explicite. Donc, vous avez cette phrase à la dernière assemblée départementale, la majorité des professeurs et des professeurs a voté en faveur de l'adoption du guide de rédaction inclusive du CVM. Bien entendu, si on prend cette phrase-là isolément, le doublet n'est pas fatigant, mais comme je vous expliquais, si c'est dans un long texte, là, on peut chercher à en éliminer quelques-uns. Alors ici, vous avez le nom, la majorité des professeurs et des professeurs, c'est le complément de ce nom-là. Et là, on comprend à cause du contexte, on est dans une assemblée départementale, que forcément, ceux et celles qui siègent qui sont présents à l'assemblée départementale, ce sont des professeurs et des professeurs. Donc, on peut enlever ce doublet-là sans que ça nuise à la compréhension. La deuxième astuce pour éviter le doublet, c'est d'utiliser des tournures impersonnelles. Donc, on donne ce contre-exemple. Donc, on va éviter d'écrire « l'étudiante » ou « l'étudiant peut s'inscrire au cours ». Puis, on va dire « il est possible de s'inscrire au cours ». Donc, on vient d'éliminer, encore une fois, un doublet de cette façon-là. On peut aussi privilégier comme sujet d'une phrase un nom qui ne désigne pas des personnes plutôt qu'une reprise pronominale. Donc, je vous donne l'exemple. Plutôt que d'écrire « l'étudiante ou l'étudiant effectuera une recherche d'envergure », il ou elle présentera son travail en 3 parties. Puis là, vous devinez la suite. Il ou elle rédigera un paragraphe introductif. Il ou elle rédigera une bibliographie. Donc, les il ou elle pourraient être nombreux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est garder la première phrase, l'étudiante ou l'étudiant effectuera une recherche d'envergure. Et là, en fait, faire du complément, en quelque sorte, de la première phrase, le sujet de la phrase suivante. Donc, plutôt que de reprendre l'étudiant ou l'étudiante comme sujet, là, on utilise ce travail. Donc, ce travail devra présenter 3 parties. Et là, si on poursuit, bien, plutôt que d'avoir un doublet, on va avoir la reprise pronominale pour le travail qui va être « il ». Donc, ça allège un peu le texte. Quatrième astuce, c'est opter pour des verbes à l'infinitif, notamment dans la description de tâches. Dans les plans de cours, notamment, on en a beaucoup, là, ou dans des descriptions, dans des directives pour des travaux. Donc, on va éviter d'écrire « il ou elle rédige une dissertation »,« il ou elle fait ceci ». On va plutôt opter pour un verbe à l'infinitif, donc rédiger une dissertation. Donc, ça, ce sont les astuces pour éviter le doublet. On a les astuces pour éviter l'accord en genre. Donc, cette fameuse règle là, du masculin l'emporte, il y a quand même des façons de ne pas tout masculiniser, si vous voulez. Alors, on peut rédiger des phrases à la voix active plutôt qu'à la voix passive. Donc, les étudiantes et les étudiants ont été sélectionnés. Ça, c'est une phrase à la voix passive. Les étudiants et les étudiantes n'agissent pas dans cette phrase-là. C'est quelqu'un d'autre qui sélectionne ces personnes-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transformer en phrase active, ce qui va donner le comité a sélectionné les étudiantes et les étudiants. Donc, vous voyez que dans la première phrase, sélectionner devait être accordé.
le masculin l'emportait, donc c'était masculin pluriel. Dans la deuxième phrase, on évite l'accord, hein, le participe passé reste au masculin singulier, neutre. Deuxième astuce pour éviter l'accord en genre, c'est opter pour un groupe nominal impersonnel plutôt qu'une phrase subordonnée. Donc, on va éviter d'écrire « si vous vous êtes absenté », là, on est obligé de prendre le masculin pluriel, « vous devrez vous enquérir de la matière vue pendant le cours ». Donc là, je replace ça là, pour les gens qui sont moins, comment dire, habitués avec ce jargon-là de français, là. Donc, si vous vous êtes absenté, c'est la phrase qui est subordonnée à l'autre phrase « vous devrez vous enquérir de la matière vue pendant le cours ». Alors, si on veut éviter ça, on va remplacer la subordonnée par un groupe nominal. Donc, en cas d'absence, vous devrez vous enquérir de la matière vue pendant le cours. Donc là, ce qu'on a au début, ce n'est pas une subordonnée, c'est un complément de phrase qui est placé au début de la phrase. Donc là, on vient d'éviter l'accord en genre. Donc, ce sont quelques astuces, il pourrait y en avoir plus, mais on vous laisse limiter à celle-là. J'en arrive au troisième et dernier principe du guide, donc qui est mieux représenter les personnes non binaires. Il y a tout un paragraphe que je ne lirai pas, je vais lire la dernière phrase seulement, qui dit en gros que pour le moment, on tient à ce que la communauté collégiale respecte le lexique de la langue française, donc les mots qui se trouvent dans le dictionnaire. On tient à ce qu'on respecte la grammaire française, donc on respecte toutes les règles. Donc, il n'est pas question qu'on innove et qu'on écrive des textes dans une sorte de novlangue. On respecte, on continue. Sauf qu'on ajoute une phrase, celle-ci, toutefois, lorsqu'un texte porte spécifiquement sur une personne ou un groupe de personnes non binaires, le comité recommande d'adapter la langue à leur réalité par l'utilisation des pronoms néologiques et par l'omission des marques de genre et des titres de civilité. C'est important pour nous c'était dans l'idée de l'inclusion, de tenir compte des personnes non binaires. Il y avait eu aussi un précédent, c'est-à-dire qu'il y a une personne membre de la communauté collégiale qui avait remporté un prix du concours intercollégial de poésie pour l'instant. On avait voulu l'annoncer sur le site du collège et évidemment, on demande toujours la permission à la personne ainsi qu'une photographie. Et cette personne-là avait dit, ben, je veux bien que vous parliez du fait que j'ai reçu le prix, mais je veux que vous utilisiez le pronom « yel » pour parler de moi. Et évidemment, le service des communications s'était pas opposé à ça, au contraire. Donc, le pronom « yel » avait déjà été utilisé. Il s'est dit, ben, c'est la preuve qu'on est rendu là. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté cette phrase-là pour dire, oui, on respecte la langue française, mais on a une ouverture par souci de respect des gens qui sont membres de la diversité sexuelle. Donc, on propose l'emploi de pronoms néologiques. Comme je l'ai dit, là, il ne s'agit pas de faire des textes là, généraux qu'on se dise, bon, ben, pour être super inclusif, maintenant, on écrit au yel, on n'est pas là, d'accord? C'est vraiment de manière particulière. Donc, on a opté pour 4 pronoms. En fait, c'est 2 pronoms, mais au singulier ou au pluriel. Donc, 4 pronoms néologiques. Le yel, dont on entend beaucoup parler, là, donc yel au singulier, yel au pluriel, qui est la fusion du il et du elle. On a aussi ajouté celui pour la fusion de celui et celle, et ceuse, le ceuse de mon grand-père. Je suis très contente quand même, quand je pense que mon grand-père disait ça régulièrement, les ceuses qui ne sont pas contents, ils viendront me voir. Mon grand-père qui avait une 4e année, s'il avait su qu'il allait être précurseur d'écriture inclusive, là, il n'en serait pas revenu. Mais bref, ceuse pour la fusion de ceux et celles. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit que je reviendrais sur le mot autrice, c'est le moment. Le mot autrice, hein, qui est apparu et qui a été vite adopté. Hein, il y a peu de monde, je pense, sursaute en entendant ou en lisant ce mot-là. La question est de savoir, ces pronoms-là, particulièrement le yel, qu'en sera-t-il? On sait que le Robert l'a inclus tout dernièrement. Est-ce qu'on commence à le lire un petit peu, mais on ne le voit pas dans les journaux. Je n'ai pas vu de journalistes ou de chroniqueurs, chroniqueuses l'utiliser. Il y a peut-être des gens, des fois, qui écrivent des textes dans la page idée, par exemple, du Devoir, qui vont l'utiliser, mais sinon, on ne le voit pas encore de manière générale, utilisé de manière générale. Donc, on verra, c'est l'usage qui va nous dire si ça va rester. Ça se peut que dans quelques années, on élimine ça. Ça se peut que finalement, ça disparaisse. On ne sait jamais. Mais peut-être que ça va s'imposer. Mais bref, nous, on l'a rendu disponible en disant, bien, quand on parle d'une personne non-binaire, ça va de soi d'utiliser ce pronom-là. Sinon, bien, les autres stratégies, vous allez voir que ça, ce n'est pas spécifique aux gens non-binaires, mais on l'a mis là quand même. Donc, c'est l'omission des marques de genre et des titres de civilité.
Donc, ça se fait par l'omission des désignations genrées. On donne l'exemple. On écrira Frédéric Tremblay, qui étudie en génie mécanique, a remporté le premier prix, plutôt que Frédéric Tremblay, étudiant en génie mécanique, qui va identifier Frédéric au sexe masculin. On va aussi omettre les titres de civilité. On va dire « Je vous présente Claude Ladouceur » plutôt que « Je vous présente Madame Claude Ladouceur », à moins qu'on soit certain, évidemment, mais sinon, c'est mieux de ne pas le dire. Puis on a aussi précisé que quand on écrit une lettre ou un courriel, bien, on peut éviter la formule traditionnelle, le monsieur Tremblay, madame Tremblay, ou monsieur Ladouceur, madame Ladouceur. On va dire bonjour Claude ou bonjour tout court. C'est de plus en plus ce qu'on voit d'ailleurs. Donc, voilà pour la présentation. Est-ce que ça a arrêté de partager automatiquement? On dirait que oui. Hein? Parfait. Oui, ça a très bien été, Nathalie. Bon. Bravo, intéressant. Merci. Il y a 2 personnes qui ont posé des questions, mais moi aussi, j'en ai 2 à vous poser. Parfait. Et on va tout d'abord assez bon. Je crois que vous en avez parlé. Il y a Marielle Domaine qui demandait qu'en serait-il de l'usage de étudiant.e.s. Donc, ça, c'est une des solutions que vous proposez pour l'écriture inclusive, si j'ai bien compris. Oui. Effectivement. Oui. Mais comme je l'ai dit, c'est pas dans des textes qui sont destinés à être lus parce que ça peut poser problème à la lecture à haute voix. OK. Que faire? Bon, Évelyne Poisson, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris votre question. Que faire avec nouveaux arrivants.e.s, nouvelles, nouveaux? Bon, je pense qu'effectivement, il y a des formules que vous proposez pour essayer de ne pas trop alourdir le texte, comme ce que laisse entendre Évelyne, que parfois ça peut être lourd, effectivement. Oui, c'est sûr que l'écriture inclusive, là, je ne l'ai pas dit au début de la présentation, c'est toute une autre façon de penser l'écriture. Les réflexes premiers, ce n'est pas ceux-là nécessairement. Donc, c'est d'envisager autrement l'écriture. Dans le cas de nouveaux arrivants, c'est vrai que c'est un problème. Donc, il faudrait dire les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants, faire des doublets complets, autant avec l'adjectif que le nom, par exemple. D'accord. Ma question, je vous avais laissé entendre que je vous la poserais et je vous la pose. Pour certaines personnes, effectivement, des éléments de l'écriture inclusive, comme par exemple les doublets abrégés, peuvent ajouter une surcharge mentale ou cognitive chez les personnes qui ont une dyslexie. Exemple, employé.e.s, parce qu'ils peuvent amener des difficultés à reconnaître ou à comprendre certains mots écrits. Puis ça semble être soulevé assez régulièrement dans les textes qui portent sur l'écriture inclusive, parce qu'ils peuvent inverser des lettres, remplacer des lettres. Même chose aussi pour l'emploi du pronom neutre « yel », qui peuvent alourdir aussi la surcharge mentale ou cognitive chez les personnes ayant une dyslexie. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bien, en fait, oui, c'est vrai que ça peut ajouter des difficultés. C'est pourquoi, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, on ne dit pas là, les doublets abrégés, allez-y à fond la caisse. Là. On limite ça à des textes qui sont brefs. Si on sait qu'on s'adresse à des étudiants dyslexiques, c'est préférable de ne pas utiliser ça, bien entendu. Le pronom « yel », bien, on le voit très, très peu pour l'instant. Alors, je ne pense pas que lui, il pose problème comme tel. Puis les doublets abrégés, on ne les voit pas tant que ça non plus. Là. Comme je l'ai dit, on le voit des fois dans les statuts Facebook, dans des courriels, mais je n'ai pas lu de texte, là, adopté officiellement dans les collèges là, qui vont inclure des doublets abrégés. Je n'ai pas vu ça encore. Mais est-ce que c'est une réflexion que vous vous êtes faite, les personnes justement ayant des difficultés peut-être en lecture-écriture, à quel point? Et puis effectivement, est-ce que les logiciels de correction de la langue française se sont penchés là-dessus aussi? Ben, les logiciels, je ne sais pas. Je sais que nous, on avait rencontré... Là, les aides technologiques, entre autres. Le directeur du service, j'ai oublié le nom complet, mais qui est là pour l'intégration justement des personnes avec des difficultés de toutes sortes. Puis lui, c'est ce qu'il nous avait dit, entre autres, pour les logiciels de reconnaissance vocale. Il nous avait dit, les doublets abrégés, ça pose problème. Il ne nous a pas parlé pour les gens dyslexiques. Ça semblait être correct. Ce n'était pas une énorme difficulté pour eux, d'après ce qu'il disait. Là. Puis sinon, c'est sûr que si on utilise Antidote, puis on a un doublet abrégé dans notre texte, Antidote va le souligner en rouge. Là. Il ne reconnaît pas ça du tout. D'accord. Monsieur Parent, vous avez posé une question. Ça serait peut-être intéressant de la poser dans l'espace Q&R. Merci. Maintenant, j'ai d'autres questions. Il y a Laura Chabot qui demande quel est votre avis sur les signatures officielles de courriel qui précisent justement le pronom de référence.
On en fait une norme ou pas? Genre, bon, lui, bon, she, her, puis bon... Oui. Bien, je ne pense pas que j'en ferais une norme, là. En tout cas, nous, on n'est pas rendu là. Moi non plus, personnellement. Je sais qu'il y en a qui vont faire suivre leur nom du il, du elle ou du yel. On le voyait beaucoup quand on enseignait à distance. Il y avait des étudiants et des étudiantes qui le précisaient. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut en faire une règle absolue? Je ne sais pas. J'avoue que c'est une bonne question. OK. Parfait. Merci. Il y a 2 questions qui ont lieu plus, qui posent, qui portent d'ailleurs sur l'accès. Ne vous en faites pas, le document de présentation, vous allez le recevoir. Le lien vers le document aussi du Cégep du Vieux-Montréal, de même que l'enregistrement. Toute l'information va vous être envoyée bientôt. Il y a Sarah HM qui demande quelles sont les conséquences de l'intégration du pronom yel sur tous les accords et les mots liés à l'accord. Oui, ça aussi, c'est une bonne question. D'ailleurs, Oui. ceux qui s'opposent à l'utilisation du yel vont faire valoir ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est le masculin qui va l'emporter. C'est ce que ça va donner, d'après moi, effectivement, là, où on fait des petites tricheries. C'est sûr qu'il y a des groupes là, qui proposent une révolution vraiment folle, je dirais, de la langue française. Ça va plus loin que les pronoms. Moi, j'ai vu sur des sites Internet qu'on propose même de changer certains mots, par exemple, de ne plus utiliser femme ou homme, mais d'utiliser femme pour désigner à la fois homme et femme. Je pense qu'on n'est pas rendu là encore comme société. Pour le YEL, c'est ça. C'est sûr qu'il peut... là, il va y avoir un problème d'accord. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Mais je pense que d'emblée, si on prend le YEL, ça va être un accord au masculin, forcément. Il nous reste encore une autre question, mais j'aimerais les gens, si vous désirez déjà formuler votre appréciation du webinaire, vous pouvez aller dans l'espace de discussion et en faire part. Parce que Guy Parent qui pose, entre autres, il aimerait avoir des éclaircissements sur 3 cas. Est-ce qu'on peut aussi inverser l'ordre des masculins et féminins dans tous les étudiants et étudiants, etc.? Est-ce que ça peut être une solution intéressante? Comment utiliser le doublet ici avec le pluriel? Auteur.tris.s, interviewé et comment accorder le participe passé ici? Yel parti. La première question, c'était laquelle déjà? Parce que là, est-ce qu'inverser l'ordre d'apparition du masculin et du féminin, donc, les étudiantes et les étudiants? Donc, écrire les étudiants et les étudiantes? Puis parfois, puis des fois, faire étudiantes et étudiants, puis bon... En fait, il faut voir si on utilise ces noms-là sans qu'il y ait d'adjectif, sans qu'il y ait de participe passé qui soit rattaché, l'ordre n'importe peu. On peut écrire les étudiants et les étudiantes. À partir du moment où on sait qu'on va avoir un accord à faire, pour respecter l'accord qu'on dit de proximité, là, c'est préférable de mettre le féminin au début. Les étudiantes et les étudiants, comme j'avais l'exemple tout à l'heure, inscrits au cours, c'est plus simple comme ça. Donc, l'ordre n'importe peu, ça dépend évidemment du reste de la phrase. La deuxième question, c'était, excusez-moi. Comment utiliser le doublet ici avec le pluriel auteur-tris? Oui, auteur-tris. Interviewé. Là, c'est sûr que nous, on ne l'a pas donné comme exemple. Moi, les doublets abrégés, je préfère quand sont faits avec des E muets. Je trouve que c'est plus naturel. Quand ce sont des mots de ce type-là, auteur et autrice, on peut le faire. Là, je le lis très souvent. J'ai la fille en ce moment, j'ai une étudiante qui est la fille d'une féministe importante au Québec, puis elle écrit ça, auteur.trice. On peut le faire. Je ne trouve pas qu'à la lecture, c'est très naturel. Moi, je ferais le doublet complet dans ce cas-là. Je ferais les autrices et les auteurs. Ça, c'est une affaire personnelle aussi. Oui. OK. Et comment accorder le participe passé? IEL est parti. IEL est parti, ça va être au singulier, comme je le disais tout à l'heure, parce que si on le met au féminin, là, tout à coup, le YEL, on vient de décider que c'est LE. Donc, on n'aura pas le choix. D'accord. Dernière question. Il y a plein de... Moi, j'ai le goût aussi de vous demander, est-ce que les étudiants sont invités aussi à employer l'écriture inclusive dans leurs cours, dans la rédaction de leurs travaux? Pas dans leur cours comme tel. Moi, je leur dis qu'il y a ça qui existe, tout en leur disant que le pronom YEL ne peut pas devenir un pronom qu'on veut utiliser à toutes les sauces. Mais sinon, je sais que je cherche le mot, le groupe qui représente les étudiants, l'association étudiante, excusez-moi, a adopté le guide pour la rédaction de leur texte.
Donc, ça, je sais ça. Je sais que le syndicat des profs aussi l'a adopté. Donc, puis il a été pas mal diffusé. J'ai fait la présentation du guide à plusieurs groupes d'employés, d'étudiants et d'étudiantes. Donc, mais c'est ça. On dit oui, écrivez de manière inclusive, mais avec les réserves qui s'imposent. OK. En fait, ce que je vous demandais aussi, ça rejoint peut-être un peu la préoccupation de Jean-François Tessier qui pose la question suivante. À court et à moyen terme, est-ce qu'on va enseigner, voire corriger en pensant en termes d'écriture inclusive, voire pénaliser dans nos cours de formation générale, entre autres, les étudiants qui n'y recourent pas? Bien, je ne croirais pas. De toute façon, tu sais, je le disais, notre guide, il respecte, on le dit, on veut respecter la langue française, donc on ne sort pas des règles de grammaire, tout ça. Il y a le pronom « yel » qui fait exception, qu'on utilise de manière exceptionnelle de toute manière. Donc, je ne pense pas que ça va engendrer une différence sur le plan de la correction. Ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup. D'accord. Jean-François a spécifié que ce n'était pas un souci, que c'était un souhait. Alors, okay. Désolé, Jean-François, j'ai mal compris votre question. OK. Oui. Ouais, mais c'est ça, d'écrire de manière inclusive, en fait, c'est d'éliminer le masculin générique. Mais est-ce qu'on peut exiger ça des étudiants et des étudiantes? Je ne sais pas. C'est sûr que moi, par exemple, pour donner cet exemple-là, en ce moment, mes étudiants font une dissertation sur Gabriel Roy, un texte de Gabriel Roy. S'ils m'écrivent l'auteur A-U-T-E-U-R, ben, ils ont une faute parce qu'ils désignent l'autrice comme étant un auteur. S'il y avait mis un E, il n'y aurait pas de faute, là, mais auteur au masculin, là, ça ne va pas. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais je ne crois pas qu'on puisse, parce qu'il parlerait juste des étudiants, les pénaliser. On en viendra peut-être là, mais je pense qu'on n'est pas rendu là. OK. Dernière question, Nathalie. Il y a beaucoup de questions. C'est André Mitchell qui demande, et là, je ne connais pas cette chose, le terme dont il parle. Avez-vous mesuré l'impact sur WCAG 2.0 AA? C'est un cours, ça, peut-être? Oh. Je ne sais pas de quoi on parle non plus. OK. Bon, alors, si monsieur Mitchell, je pense que c'est monsieur parce que c'est A-N-D-R-E, mais là, je suis très certaine. Alors, vous pourriez peut-être préciser ou vous pourrez envoyer m'envoyer votre question et je la transmettrai à Nathalie. Vous avez fait une présentation absolument intéressante, vraiment enrichissante. Je pense qu'il nous réconcilie d'une certaine façon avec le concept d'écriture inclusive. Merci pour les choix qui ont été, merci pour l'information relative aux choix que le Cégep a fait, mais aussi pour les astuces que vous proposez justement pour embarquer dans l'écriture inclusive sans que ça soit trop lourd. Là. Alors, merci énormément. Ça fait plaisir. Puis, on se dit à la prochaine, Nathalie. Je vais laisser l'espace ouvert un petit peu parce que je vois que les gens commentent beaucoup. Alors, et je vais vous envoyer tous ces remerciements. Oui. Merci à tout le monde. C'est gentil, c'est apprécié. Merci. À la prochaine. À la prochaine. OK. WCAG, c'est le Web Content Accessibility Guidelines. Oh là là, ça, je ne connais pas ça. C'est trop poussé pour moi. Petite prof de français. OK. Alors, mais on s'est au courant. Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine. Bientôt.